écoutons d'abord les histoires, parce que je vais manger. Donc, en attendant, on écoute cette histoire attentivement. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un beau syndicaliste, et si vous le faisiez assassiner pour la modique somme de 75 000 euros? Ça vous paraît improbable? Et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Pour la première fois, vous entendrez ce soir le témoignage de ce délégué du personnel. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Vous êtes vu mort à posteriori. Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. Filature, passage à tabac, meurtre. On va vous raconter l'histoire d'un trio de francs-maçons suspectés d'avoir monté une officine du crime. Ils seraient parvenus à faire croire à des agents des services secrets qu'ils étaient en mission et qu'il fallait supprimer des cibles au nom des intérêts supérieurs de la France. Daniel souhaitait multiplier les contrats homo, comme il disait. C'est-à-dire les contrats homicides, Voilà. d'État. Présentés comme tels. Parmi les victimes de ce qui pourrait être un incroyable réseau franc-maçon de tueurs, il y a Laurent Pasquali, un ancien champion de course automobile. On s'est installé sur ce circuit dans l'ouest de Paris, où il venait s'entraîner et où son frère va nous rejoindre dans un instant. Ce sera juste après l'enquête d'Éric Léniche, Pierre-Louis Devet, avec TV Presse. Il y a 7 ans, Ferdinand Mbao a échappé à la mort par miracle. C'est un opposant congolais réfugié en France, un ancien général chassé de son pays par le pouvoir en place. Je vais donc à la gare de Bessancourt pour prendre mon train. Ce matin-là, un inconnu le suit et se rapproche. J'arrive ici, j'entends 2 coups de feu dans mon dos. Et je me retourne. Et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici, à 1 mètre de moi, qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir. En zigzagant, j'essaie de fuir et je me retourne, il est encore sur place et je décide de le pourchasser et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit et lui, il gicle là-bas où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue en profondeur jusqu'à se loger à côté quand même du cœur. Je vous aide? Vous pouvez m'aider, oui. Voilà. Allez jusqu'au bout, et voilà. Ah, ouais. Exactement. Donc elle est là. Vous voyez la cicatrice? Ah, ouais. Elle est toujours là, donc là. La balle est toujours dedans. Ah, oui, oui. Et elle me gère. Cette tentative de meurtre non élucidée intéresse de près la police. Elle pourrait faire partie. Une fois que tu as fait le macaron. Et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici, à 1 mètre de moi, qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir. En zigzagant, j'essaie de fuir et je me retourne, il est encore sur place et je décide de le pourchasser et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit et lui, il gicle là-bas où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut. Et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue en profondeur jusqu'à se loger à côté quand même du cœur. Vous aide? Vous pouvez m'aider, oui. Voilà. Allez jusqu'au bout, et voilà. Ah, voilà, ouais. Exactement. Donc elle est là. Vous voyez la cicatrice? Ah, ouais. Elle est toujours là, donc la balle. La balle est toujours dedans. Et elle me jette. Cette tentative de meurtre non élucidée intéresse de près la police. Elle pourrait faire partie d'une affaire tentaculaire, l'une des plus surprenantes de ces dernières années. L'affaire Atala. Une enquête qui prend naissance dans l'univers secret des francs-maçons. Il y a eu des dérives, hein, il y a eu des dérives financières, il y a eu des dérives dans tous les sens. Mais alors ça on n'avait jamais vu. Filature, passage à tabac, meurtre, tentative
motifs de meurtre. Maman. Ces gens avaient peut-être besoin de pognon. Ils pensaient qu'ils étaient des James Bond, entre guillemets, alors qu'ils n'étaient pas. Une affaire où se croisent des militaires, Les francs-maçons. des ex-agents secrets au service de notables fortunés et des victimes sans histoire. Vous vous êtes vu mort a posteriori. Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. C'est le dossier le plus fou que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un dossier aussi incompréhensible du point de vue de la raison humaine. 15 mises en examen, des auditions, des écoutes, des perquisitions. Nous avons eu accès à des documents inédits et enquêté sur cette affaire pendant plusieurs mois. Donc aux amis, en fait, ne parlez jamais de la société parce qu'il y en a des journalistes qui sont mis à ça et il y en a même qui derrière. Avec Elie, je travaille pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. Vous portez plainte contre vous. Mais pourquoi? Je ne répondrai pas à l'instruction. Allez, vous pouvez couper. Pour la police, tout commence ici, à Créteil, près de Paris. Dans ce quartier résidentiel, Marie-Hélène Dini jongle entre sa vie de famille et sa petite entreprise de formation. Mais un matin de 2019, sa vie va chavirer quand elle est violemment agressée en bas de chez elle. Alors, voilà, ils étaient là, face à face, ce qui fait que j'ai vu le visage de l'un d'eux. J'ai passé mon chemin et arrivé là, j'ai pris un énorme coup sur la tête. Après, je me souviens plus de rien. Je me retrouve à terre. Merci. Et là, ils me disent, j'ai envie Merci, de Alice. hurler. Je suis bâillonnée, ils me disent si tu hurles, on te tue. Et si tu appelles la police, on reviendra. Comme ils sont partis avec mon ordinateur, mon sac à main, ben, j'ai pensé que effectivement c'était un vol. En réalité, ce n'est qu'un avertissement qui lui vaut 10 jours d'interruption de travail. Cette photo a été prise au lendemain de son agression. Maman. La suite arrivera 9 mois plus tard. Mehdi est artisan. Comme chaque matin, il vient de déposer son fils à la crèche, dans la rue où habite Marie-Hélène Dini. Un véhicule attire son attention. Arrivé à l'angle de la rue, il y avait une Clio noire. Il y avait des personnes dedans. Ah, Et quand je suis passé, il y en a un qui a fait semblant de dormir et l'autre est regardé dans bonjour, son monsieur rétroviseur. Jean-Jacques Gazan, ça va? Vous allez bien? Et après, j'ai vu des gants en mois de juillet. Je me suis dit, c'est bizarre. Juillet, il fait chaud. La personne, elle a des gants. L'autre, elle a une casquette. L'autre, elle a une capuche. C'était louche. C'est là qu'il s'est remis la puce à l'oreille. Je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, à la crèche à côté, ils veulent faire un attentat. Je me suis posé toutes les questions. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Une patrouille arrive sur les lieux et vérifie la plaque de la Clio. Elle est fausse. Les policiers interpellent les passagers. À leur côté, ils découvrent une arme à feu chargée. Surprise, les deux hommes sont des militaires de la DGSE, les services secrets français. Ce matin-là, quand Marie-Hélène Dini quitte son domicile pour aller au travail, elle a peut-être échappé au pire. Là, en fait, je vois un attroupement au fond de la rue, là, sur la dernière partie, plein de policiers. Donc, j'ai passé mon chemin et je suis allée récupérer ma voiture et je suis partie. J'avais à peu près 3 quarts d'heure de retard sur mon horaire habituel. Si j'avais été à l'heure, je pense que là, je pense qu'effectivement, j'aurais eu quelques ennuis. Peut-être que je ne serais plus là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Marie-Hélène Dini a-t-elle échappé à une exécution? Pour expliquer leur présence, les deux militaires de la Clio, nom de code à la DGSE, donc, comme seulement j'ai pas envie de bavarder, on va écouter des histoires un peu bizarres de la France, surtout la franc-maçonnerie. Donc, on dit toujours qu'on ne mange pas en parlant. Souvent je le fais, non je le fais plus. Je veux que vous écoutez attentivement cette histoire.
Jean Maurice Garçon, c'est comment? Moi, j'en rien. J'espère que tu te fais check-up là-bas. J'espère que tu vas bien, ma soeur. On fait des macarons, je mange des macarons. Écoutons cette histoire. Gomar et Adela livrent une explication étonnante. Madame Dini est, selon eux, une agent du Mossad, les services secrets israéliens. Elle ne sortait pas tous les jours à la même heure de chez elle. Il fallait qu'on se méfie, parce qu'elle pouvait être équipée d'un beeper ou d'un système d'alerte qui aurait pu alerter les gens du Mossad. Ah ouais. Pourtant, Marie-Hélène Dini n'a rien à voir avec le Mossad. Mais non. Elle n'a même jamais mis les pieds en Israël. C'était tellement invraisemblable que voilà, ça n'a pas eu d'impact. En fait, ce qui a eu un impact, c'est quand on a commencé à me dire qu'il y avait eu une balise sous ma voiture. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. C'est le début d'une enquête qui va secouer le monde du renseignement. Dagomar et Adela affirment être en mission pour la DGSE. C'est faux. Les policiers découvrent que cette opération aurait été initiée par un homme qui n'a rien à voir avec les services secrets. Jean-Luc Bagur, 63 ans, un ancien mécanicien devenu homme d'affaires. Il est à la tête d'un centre de formation de coach près de Paris. C'est un chef d'entreprise ambitieux et charismatique. Le voici interviewé en 2018. Un champ nouveau s'ouvre aujourd'hui pour le coaching. Et pour nous, faire du coaching, c'est rester éveillé, c'est rester demeurer avec cette capacité d'étonnement. Il dirige une dizaine de salariés et perçoit 200 000 € de dividendes par an. Il y a encore tellement de choses à apprendre, mais oui, il y a encore tellement de choses à apprendre. Et on peut tout à fait avoir... Il est alors interrogé par cet homme, Gabriel Hans, le président du syndicat des écoles de coaching. Dans sa relation au métier. Il se souvient d'un patron obsédé par la réussite. Il se débrouillait très bien en marketing. Il arrivait vraiment à gagner du part de marché sur tout le monde et on voyait bien qu'il était absolument centré sur gagner du part de marché. L'homme d'affaires a un atout. Son école délivre des diplômes équivalents Bac+4 contre Bac+3 pour ses concurrents. Problème pour Jean-Luc Bagur, le syndicat veut à l'époque réglementer la profession. Il risque d'être rétrogradé à Bac+3. Je pense qu'il a eu une peur très très forte en perdant cette certification de ne plus avoir de business. Comme lui faisait toute sa stratégie marketing depuis des années sur le fait qu'il avait un cran au-dessus des autres qui était complètement injustifié, là effectivement je pense qu'il s'est vraiment senti très en danger. Celle qui menace les affaires de Jean-Luc Bagur, c'est la secrétaire générale du syndicat, Marie-Hélène Dini. Ah, d'accord. Elle-même dirigeante d'une école de coach, elle veut faire le ménage dans la profession. Pour son avocat, Joseph Cohen-Saban, c'est ce qui aurait déclenché chez Jean-Luc Bagur sa volonté d'éliminer sa cliente. C'est un personnage, un meneur d'hommes, qui a l'habitude d'imposer sa volonté partout. Je suis le chef et vous la fermez, quoi. Et lorsque ça atteint sa toute-puissance, ben on voit comment il réagit. Vous pensez que ça va changer quelque chose s'il avait réussi à vous supprimer? En tout cas, si le but c'était d'arrêter et de m'arrêter, oui, effectivement, parce qu'en fait, j'avais à la fois, les écoles me suivaient, et en même temps les connaissances techniques pour mener à bien ce dossier. C'est vrai que si je disparaissais, à un moment donné, le dossier, en tout cas, était en panne pour 1 an, 2 ans, on ne sait pas combien de temps. Lui, dans sa tête, probablement, ça justifiait largement le fait que je disparaisse. Jean-Luc Bagur va se servir des relations Merci, mon Dieu, merci. dans un univers. Les gens n'aiment pas quand je mange. Il appartient. Oui, ils n'aiment pas. La franc-maçonnerie. Un monde avec ses rites et ses costumes, où l'on s'appelle frère, et dont l'objectif est le progrès de l'humanité. Mais la franc-maçonnerie est aussi un lieu de réseau. Jean-Luc Bagur fréquente une loge à Neuilly-sur-Seine, dans cet immeuble.
Elle compte une vingtaine de frères, un informaticien, un pilote d'avion, un directeur commercial, qui se réunissent ici une fois par mois. La loge à Tanor. C'est là qu'il va rencontrer ses complices présumés. Sophie Coignard a enquêté sur la franc-maçonnerie pendant des années. Pour elle, ce monde opaque est un terreau propice aux dérives. Il y a des tas de gens qui sont vraiment animés par l'idée, entre guillemets, de se perfectionner. Mais en tout cas, la franc-maçonnerie peut aussi servir de merveilleux paravent à des activités malhonnêtes. Pourquoi? Parce que vous avez la solidarité maçonnique, vous avez le secret d'appartenance, vous avez tout ce rituel et toute cette fraternité qui vous lie et qui vous garantissent en quelque sorte un mélange de cohésion et de discrétion. Jean-Luc Bagur aurait alors confié ses problèmes professionnels à un frère de loge, Frédéric Bagur, 48 ans. Les deux hommes ont une passion commune, les armes à feu, et une obsession, la réussite. Frédéric Vaglio a fondé une société de sécurité privée, alors en plein essor, qui lui reverse 12 000 € par mois. Lors de ce congrès à Paris en 2015, il propose aux chefs d'entreprise des missions de protection et de renseignement. Aujourd'hui, les risques les plus probants sont le pillage économique des données, la protection de l'information et également tous les risques inhérents à la fraude. Et donc notre boulot est de leur donner la meilleure information possible pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause et avec le moins de risques possible. Un commercial hors pair qui met en avant ses relations et impressionne son frère franc-maçon Jean-Luc Bagur. Vaglio bénéficie de la légitimité d'être franc-maçon et dans la loge. Il en impose, il évoque les services de renseignement, il me parle des anciens des opérations spéciales. Je demande donc à Vaglio si dans le cadre de ses capacités, il peut faire quelque chose pour moi. Frédéric Vaglio aurait alors proposé de faire tuer Marie-Hélène Dini contre la somme de 70 000 €. Il aurait même officiellement facturé cette prestation à Link Up Coaching, l'école de Jean-Luc Bagur. Sous des prétextes variés, formations internationales ou développement de supports digitaux. C'est tout ce qu'il y a de plus improbable en fait. C'est vraiment un monde juste à côté du monde légal. Il est juste à côté parce qu'ils me disent même les facturations, etc. pour pouvoir récupérer la TVA. Enfin, on se dit, voilà, mais on est dans quel monde en fait? On est dans quel monde? Un contrat pour un assassinat sur facture. La personnalité de Frédéric Vaglio intrigue. Il a longtemps vécu dans ce quartier chic des bords de Marne, près de Paris. Oui, bonjour. Un ancien salarié de sa société de sécurité nous décrit un personnage prêt à franchir la ligne rouge pour développer ses activités. On me disait, voilà, tu suis telle personne, tu prends des photos de telle personne, je faisais, je lui envoyais. Ils nous demandaient de pénétrer des propriétés privées. Et après, ouais, plus les missions passaient, ils nous demandaient effectivement si ça devait aller plus loin, est-ce que j'étais chaud, quoi. Plus loin, c'est-à-dire? Il nous a dit si on était prêt à kidnapper quelqu'un, mais le foutre dans le coffre de force, est-ce que ça serait faisable pour nous? Et vous avez répondu quoi? J'ai répondu que c'était pas dans nos attributions. Après, moi, je me suis embrouillé avec lui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un de très manipulateur, qui se croit au-dessus des lois. Comment ce chef d'entreprise a-t-il pu en arriver là? Sa dérive aurait commencé 7 ans plus tôt à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, par une histoire d'amour, une vengeance personnelle. Frédéric Vaglio est alors en couple avec la directrice de cabinet du maire, Stéphanie Chupin. Je souhaite vous dire en 2 mots pourquoi nous ne voulons pas d'une gare à Saint-Maur-des-Fossés. Ni de Grand Paris,
Alors en pleine ascension, elle s'affiche avec des personnalités de droite de premier plan. Mais Frédéric Vaglio se met en colère quand un adversaire politique, Jean-François Le Helloco, accuse sa compagne de détournement de fonds publics. C'est un monsieur qui a pendant des années écrit, propagé, diffusé le maximum de méchanceté, d'horreur et de fausses rumeurs sur ma compagne. J'ai demandé clairement à ce qu'on lui casse la gueule. Jean-François Le Helloco est alors victime chez lui d'une agression ultra-violente. Deux hommes cagoulés filmés sur cette vidéosurveillance pénètrent dans son jardin, se jettent sur lui et le passent à tabac. T'as compris, t'arrêtes, lui lance l'un de ses agresseurs avant de le prendre en photo. C'est la première fois qu'il est confronté à devoir montrer à sa compagne qu'il ne la laisse pas se faire embêter. On est, je vous le rappelle, dans des règlements de compte entre des équipes municipales, etc. C'est de la petite politique aérienne minable. Et là, on va embêter sa femme et on la menace et on la harcèle. Et là, il sort les muscles. Stéphanie Chupin sera finalement condamnée pour détournement de fonds publics. Mais lui ne sera jamais inquiété pour cette agression. C'est le début de l'escalade. Pour faire le sale boulot, il aurait fait appel à un autre frère de loge. Un ancien agent secret chargé de recruter des hommes de main, Daniel Beaulieu. Ce policier a fait une brillante carrière à la DCRI, la Direction Centrale des Renseignements Intérieurs. L'un de ses anciens collègues, ami de 30 ans, a essayé de comprendre comment Daniel Beaulieu a pu passer du côté obscur. Il n'a pas voulu être filmé. Voici la retranscription de notre échange. C'était un mec gentil, honnête, droit, pas du tout violent. Mais il avait un déséquilibre. Il avait deux femmes qui ne savaient pas que l'autre existait. Pour gérer une double vie comme ça, il faut de l'argent. Bah oui. 2500 € de retraite, ça ne suffit pas. Maintenant. Pour moi, c'est le besoin d'argent qu'il atteint. Daniel Beaulieu vient compléter le trio de la loge Athanor. Tous les trois sont aujourd'hui en prison, mis en examen pour meurtre ou tentative de meurtre en bande organisée. Leurs avocats n'ont pas voulu nous parler. Y a-t-il eu d'autres complicités chez les francs-maçons? Vous faisiez partie, d'après l'un des protagonistes, de la loge Athanor, qui est concerné par ce dossier. Ça vous dit rien? Non. Monsieur Bagur, ça vous dit rien? Et monsieur Vaglio non plus? Non, je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Ah, mais bon, c'est bien vous. Voilà. Bonne journée, bon courage. Chez les frères, on n'est pas très bavard. Oui, bonjour monsieur, c'est avec Téniche, je travaille pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. J'ai essayé de vous... Je portais plainte contre vous. Mais pourquoi? La loge Athanor dépend de ce qu'on appelle une obédience, une sorte de maison mère, la grande loge de l'Alliance maçonnique française, GLAMF. Elle compte plus de 700 loges. Son siège est ici à Clichy, en banlieue parisienne. Personne n'a voulu nous donner d'interview, alors nous avons passé une tête en caméra discrète. Je suis au courant de rien, c'est pas du tout mon domaine. D'accord. Après 3 mois de négociations, Alain Juillet, le fondateur et premier grand maître de la GLAMF, accepte finalement de prendre la parole. C'est un ancien haut gradé de la DGSE, un franc-maçon depuis 30 ans. Dès qu'on l'a su dans les journaux, parce qu'on l'a appris par les journaux, tout de suite, à ce moment-là, la loge a été suspendue, tout a été suspendu, et l'enquête a été faite et lancée sur les frères pour savoir ceux qui étaient dans le coup, ceux qui savaient quelque chose,
Ça, c'est au plan interne, si vous voulez, à l'obédience. Si jamais il en sortait d'autres qui étaient concernés, eh ben, on serait sans pitié pour eux, comme on n'est pas plus pour ceux qui ont été concernés, parce que c'est inacceptable. Ironie de l'histoire, Alain Juilly a fondé son obédience pour lutter contre les affaires politico-financières qui ont entaché la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, il avoue une certaine impuissance à contrôler les loges, une à une. Bah oui. Tant que ça reste à l'intérieur d'une loge, c'est très difficile de savoir ce qui se passe, parce que les loges, vous savez, c'est des entités assez fermées en définitive. Bah ouais. Donc pour qu'on détecte quelque chose, une dérive qui se passe, il faut que des choses sortent. Alors en général, ça se passe parce qu'il y a des frères qui parlent, qui disent tiens, j'ai été dans telle loge, et puis tiens, quand même, ils parlent beaucoup de trucs, ou ils parlent d'affaires, tu as vu, c'est incroyable et tout. Bon, on entend des bruits, mais alors là... Le secret. Ce mélange d'entre-soi, de cooptation, d'univers en vase clos auquel le reste du monde n'a pas accès, peut créer un sentiment de supériorité, voire un sentiment de toute puissance, qui conduit à l'idée qu'on est intouchable. Vous dites que vous trouverez toujours un frère pour vous aider si vous avez des ennuis. La maçonnerie, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même. Il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'on jure qu'on respectera jusqu'à la mort, hein, les lois de la République. Un serment que certains de ses frères ont oublié. Voilà. La petite officine du crime serait allée très loin. Elle aurait même monnayé des contrats hors de Paris et du monde de la franc-maçonnerie. Ah. La Plastique Valley dans l'Ain, près de la frontière suisse. L'un des derniers bastions de l'industrie française. Une succession d'usines de plastique. Parmi elles, Atnil. Anti-Illuminati. C'est dans cette usine qu'un simple mécanicien membre de la CGT s'est retrouvé, sans le savoir, avec un contrat sur la tête. Écoutez alors comment? Pour la première fois, il accepte de témoigner à la télévision. Il s'appelle Hassan. Marié et père de 2 enfants, c'est un ouvrier modèle qui a été anéanti. Voilà. Je vous dis honnêtement, même quand la police me l'a annoncé, j'y croyais pas. J'ai mis un moment avant de réaliser que c'était vrai et d'y croire. Vous vous êtes vu mort a posteriori. Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. Des cauchemars je me vois me faire tirer une balle dessus, je me vois me faire jeter dans la rivière, je me suis vu plusieurs fois comme ça. Voici celle qui est aujourd'hui soupçonnée d'avoir voulu le supprimer. Sa patronne, Muriel Millet. Une notable locale photographiée ici avec l'homme politique Laurent Wauquiez. Mais elle n'est pas encore incriminée quand l'affaire sort dans la presse. Un syndicaliste de l'Ain ciblé par des tueurs à gages, un contrat a été mis sur sa tête. La patronne accepte d'être interviewée sans montrer son visage. Elle se dit stupéfaite. C'est une histoire rocambolesque. Il est travailleur, il est assidu, il fait bien son travail, il s'entend avec tout le monde, donc je ne comprends pas d'où vient cette histoire. Muriel Millet dit-elle la vérité? Sa version semble contredite par une conversation téléphonique entre elle et son mari, interceptée 2 semaines plus tôt par la police. J'espère qu'il va être courageux et puis bien fermer sa gueule. Ouais. Enfin bref, on n'en parle pas là. Ouais, on verra bien. L'homme qui doit bien fermer sa gueule, c'est Frédéric Vaglio, le chef d'orchestre d'Atanor. Il a rencontré le couple lors d'une soirée où il se serait fait passer pour un ancien des services de renseignement. Vincent Gautrono est le journaliste qui a sorti l'affaire. Il a tenté de comprendre comment ce couple de patrons prospères a pu déraper. Ces 2 chefs d'entreprise, cette femme et son mari, ils sont un petit peu
embarqué dans l'univers de ce mec-là qui se présente comme un ancien agent secret, qui a des mystères, qui a des secrets. Je pense qu'ils sont un peu fascinés et qu'ils se laissent d'une certaine manière embarquer. C'est dans ce restaurant que la patronne de l'usine se serait confiée à Frédéric Vaglier. Elle vient de découvrir dans le journal la photo de l'un de ses salariés en train de manifester avec les gilets jaunes. Hassan. Elle craint qu'il ne déclenche un mouvement social dans son usine. Pour moi, si elle me connaissait réellement, elle n'aurait pas dû avoir peur de ça. Et penser qu'elle avait peur. C'est possible. Mais avoir peur des syndicats, les gens, il y aurait beaucoup de monde qui serait sous terre à cette heure-ci. Frédéric Vaglio semble leur avoir fait peur professionnellement pour l'avenir de leur entreprise en leur disant écoutez, si Hassan aujourd'hui il vous embête, il vous dérange, imaginez ce que ça va être dans 2-3 ans quand il va avoir fédéré autour de lui de nouvelles recrues syndicalistes et compagnie. Il va vous ruiner votre entreprise. Et puis oui, évidemment on peut éliminer des gens, c'est pas un problème, évidemment ça se fait dans les grands groupes. Frédéric Vaglio aurait alors proposé à la patronne la même solution radicale que pour la coach Marie-Hélène Dini, l'élimination d'Hassan pour 75 000 €, un deal qu'elle aurait accepté. Elle s'est crue tout possible. Elle a pété les plombs avec son pognon. Il n'y a que ça de plausible comme explication, il n'y a rien d'autre. Pour cette mission, Frédéric Vaglio aurait une nouvelle fois fait appel à son frère de loge, Daniel Beaulieu. L'ex-agent de la DCRI aurait alors recruté un homme de main, Sébastien, 29 ans. Pour préparer l'assassinat, Sébastien aurait demandé 7 500 €. Pendant plusieurs jours, il suit tous les déplacements d'Hassan en voiture, depuis son domicile jusqu'à son travail, et même les trajets de sa femme et de ses 2 enfants. De ce que j'ai vu moi dans les dossiers, il y avait des photos de ma maison, les voitures, les routes qu'on prend, au boulot. Vous ne vous êtes pas rendu compte d'avoir été surveillé? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Je me suis rendu compte de rien. Il a été surveillé de manière extrêmement précise et professionnelle. Je pense qu'on s'apprêtait ou qu'on voulait préparer le crime parfait. Avec son téléphone, Sébastien filme cette rivière. À cet endroit précis, où d'après les enquêteurs, il aurait envisagé de se débarrasser du corps du syndicaliste. Le paquet, comme il l'écrit dans ses notes. Une rivière à quelques kilomètres de la maison d'Hassan. Cette rivière, c'est une route qu'on prenait 2 à 3 fois par semaine. Aussi bien moi que ma femme. Aujourd'hui, j'ai du mal à y repasser. Encore aujourd'hui, avec tout le recul qu'il y a, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Le réseau Athanor sera démantelé avant que le projet d'assassinat ait pu aboutir. Depuis, l'usine a été reprise par le frère de la patronne, qui lui a été mis hors de cause. Nous l'avons joint par téléphone. On n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il en est arrivé là, quoi. Donc voilà, on se pose tous les mêmes questions, on est tous au même point. Muriel Millet et son mari sont mis en examen pour tentative d'assassinat en liberté sous contrôle judiciaire. Parce t'as vu Nous sonnons à avec certaines personnes. Oui, monsieur Millet? Avec personne. C'est le mari. On doit s'étonner, moi, comme ça là. On se demande comment ça a pu être possible et qu'est-ce qui vous a poussé à arriver à de telles extrémités. D'accord. Bon, ok, monsieur. Leurs avocats n'ont pas souhaité nous parler. En bas de la pyramide, le parcours de l'homme de main Sébastien est surprenant. Ce titulaire d'un BTS de laborantin se serait fait berner par l'équipe d'Athanor
Il aurait basculé dans la criminalité en pensant servir la France. Incendie volontaire. Surveillance de l'opposant congolais Mbaou. Ou encore passage à tabac de Marie-Hélène Dini. Dans son journal intime saisi par les policiers, il écrit « Je sens que je suis fait pour ça. C'est étrange comme sensation que celle de gagner de l'argent pour défoncer quelqu'un. » Sébastien rêvait de devenir agent secret. L'ancien de la DCRI, Daniel Beaulieu, se serait alors engouffré dans la brèche. Pour l'avocat de Sébastien, Daniel Beaulieu aurait manipulé son client pendant 8 ans. Au moment où ils se rencontrent, il lui explique qu'il est officier traiteur à la DCRI et qu'il travaille pour les opérations spéciales. Et il y croit donc. Il a de bonnes raisons d'y croire parce qu'encore une fois, Daniel lui-même est un ancien des services secrets, mais en tout cas c'est quelqu'un qui sur ce plan-là est extrêmement crédible. C'est quelqu'un qui a officié pendant plusieurs dizaines d'années à la DCRI. Donc forcément, si vous voulez, quand une personne comme ça s'adresse à vous, vous avez 22 ans et que vous avez des étoiles dans les yeux quand on vous explique que vous allez peut-être faire ça, vous y croyez. Effectivement, Daniel exerçait sur lui une fascination ou une grosse influence, c'est incontestable. Mais ce n'est pas Daniel qui a créé cet instinct de tuer, cet instinct de faire mal. Il en a profité, il l'a mis en musique. Parce que Sébastien, il va pas nous faire croire que du jour au lendemain, l'autre lui a mis une épée sur l'épaule en lui disant je te fais roi. Donc ça veut dire que le Daniel a su exploiter la faille qu'il a sentie alors. Oui, bien sûr. Daniel souhaitait avoir des équipes opérationnelles sous la main pour vraiment multiplier les contrats homo. C'est-à-dire les contrats homicides d'État. Présentés comme tels. Sébastien, qui s'imagine travailler en sous-main pour la France, aurait alors réussi un exploit. Recruter de vrais militaires dans le sein des saints de l'armée française. À Sercotte, tout près d'Orléans, où se trouve l'une des bases les plus secrètes de la DGSE. C'est là que s'entraîne l'élite, le service action, chargé de traquer les ennemis de la France à l'étranger. Sébastien va enrôler 2 jeunes militaires qu'un ami lui a présentés, Dagomar et Adélard. Ce ne sont pas des agents de terrain, mais de simples gardiens, comme nous l'explique Pierre Martinet, un ancien du service action. C'est quoi leur rôle en fait au sein du camp? Soutenir opérationnel, c'est-à-dire au quotidien, c'est la nourriture, le mess, l'ordinaire, la restauration, le garage avec les véhicules, l'armurerie, la sécurité du camp. Et ils suivent quand même des formations de haut niveau aussi? Non. Ces gens se voyaient comme ils n'étaient pas, pensaient qu'ils étaient des James Bond entre guillemets alors qu'ils étaient au soutien. Et ils avaient peut-être des frustrations effectivement. C'est au bord de cet étang, près du camp de Sercotte, que Sébastien rencontre pour la première fois Dagomar. Il lui aurait ensuite proposé 15 000 € pour un contrat homicide au nom de la France, visant la coach Marie-Hélène Dini. Dagomar a-t-il vraiment cru à cette fable? C'est ce que soutient son avocate. Je pense qu'effectivement c'est complètement possible d'y avoir cru. Lorsque l'on est à des postes dits subalternes, mais que l'on côtoie au quotidien des gens des services actions, des services missions, qui rentrent d'Afghanistan, qui repartent à tel endroit, qu'on manipule des armes et qu'on entend toutes ces histoires, et lorsque on vous propose une mission qui semble correspondre à 1, vos affinités, à 2, ce que vous savez faire, à 3, ce que vous espérez, après tout, on fonce tête baissée, ça peut tout à fait arriver. On ne les paye pas. Et pourquoi? Mais parce que ça sort pas comme ça. C'est un truc sérieux, quoi. Imaginez-vous 2 secondes. Nous sommes on va dire des fonctionnaires, des militaires, donc on est payé. Voilà. Vous croyez qu'on touche du fric en plus pour tiens, tu vas faire une mission homo, on va te payer un peu plus d'argent. Non. Ça fonctionne. C'est du travail minutieux, de très longue haleine, qui demande beaucoup de travail de préparation, beaucoup de réunions, c'est énorme sur le plan administratif. Même à la fin, on n'appelait plus le service action, on appelait le service administratif tellement on avait de réunions, de comptes rendus. Donc, vous voyez, on n'est pas tamponné au bord d'un lac
pour nous dire tiens, voilà, tiens 10 000 balles pour aller faire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne s'interroge pas sur le fait pourquoi on est venu me voir moi. Il y a dans le centre des centaines de gars dont c'est le métier et on vient voir les porte-clés. C'est quoi cette histoire? À 29 ans, le caporal Dagomar est bien noté par sa hiérarchie. Excellent sportif. Intelligent et volontaire. Voilà. Il dispense une bonne instruction à ses subalternes. Mais ses supérieurs émettent une réserve. Très puéril, il doit faire attention à ses prises d'initiative. Comment la DGSE a-t-elle pu passer à côté de la dérive de Dagomar? Voilà. Il a réussi à embarquer dans cette affaire son collègue Adélard. Lui aussi prétend avoir été persuadé que l'ordre venait d'en haut. Je pense que la DGSE devrait être un tout petit peu plus claire sur ses processus internes et peut-être contrôler un tout petit peu mieux qui peut donner des ordres à qui. Et si la DGSE ne prend pas acte de ça, si elle ne se rend pas compte qu'il y a des choses à changer, c'est grave. Tous ces militaires qui sont considérés comme faisant du gardiennage ne sont pas encadrés comme ils devraient l'être. Ils auraient dû être encadrés psychologiquement, en tout cas suivis pour être sûr qu'il n'y ait pas de sortie de route. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu notamment des films et une série très connue. Et à la suite de cette série, il y a eu une campagne de recrutement très active de la part de la Direction Générale des Renseignements, mais en fait pour des postes assez subalternes. Donc forcément, ça engendre des frustrations. Les ressources humaines auraient dû être beaucoup plus présentes. Oui. Encore plus ennuyeux peut-être pour la DGSE, à l'intérieur même du camp, Dagomar se serait vanté auprès de plusieurs camarades d'être en charge d'une opération homicide. Mais cette information n'est semble-t-il jamais remontée à la direction. Ceux qui ont failli, c'est pas la DGSE. Ceux qui ont failli, c'est les personnes qui savaient. Ceux qui savaient auraient dû rendre compte. Oui. Et ils n'ont pas fait. Oui. La question, c'est pourquoi. Voilà. À Paris, la DGSE a déclenché une enquête interne. Elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. C'est le FBI français. Dagomar et Adélard seront finalement arrêtés par la police en planque dans la Clio de Créteil. Mais l'affaire Athanor n'est pas une simple succession de passages à tabac et de tentatives d'homicide ratés. Dans cette histoire, un homme a été assassiné. Il y a 2 ans, la mère de ce petit village d'Auvergne est appelée en urgence par les gendarmes. Dans la forêt, un ramasseur de champignons vient de faire une découverte macabre. Il a coupé à travers bois et c'est à ce moment-là qu'il a fait la découverte du crâne en fait. Et qu'il a réalisé que c'était un crâne humain. Je pense que les ossements avaient dû être sortis de la tombe, si on peut dire, enfin certainement par des animaux sauvages, quoi. Et donc le crâne était à découvert par terre, là, sur le sol. Ils ont dû penser qu'en forêt, on ne retrouverait pas, quoi. Grâce aux analyses ADN, les gendarmes mettent un nom sur la personne décédée. Laurent Pasquali, disparu 10 mois plus tôt. Un pilote automobile de 43 ans, 2 fois champion de France sur circuit. Un séducteur, un flambeur. Pour son coéquipier Anthony Beltoise, sa disparition est longtemps restée une énigme. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Où est-ce qu'il est? Laurent n'avait aucun ennemi, en tout cas à ma connaissance. C'était quelqu'un de très affectif, de vraiment de très généreux avec les gens. Après, c'est vrai que c'était quelqu'un de très discret. Donc il n'étalait pas ses problèmes. Laurent, c'était le positif, c'était jamais dans le négatif. Laurent Pasquali a pourtant des problèmes car la course automobile coûte cher. Il a besoin d'argent et il en demande aux gens fortunés qu'il rencontre. Parmi eux,
un couple des Hauts-de-France, aujourd'hui soupçonné d'avoir commandité son assassinat. Les deux époux sont devenus millionnaires en vendant leur laboratoire d'analyse médicale. Les époux sont des fans de course automobile et donc ils ont rencontré Laurent Pasquali sur des rallyes, des compétitions automobiles. Ils ont venu beaucoup de week-ends, peut-être 3, 4, 5 week-ends. Ils étaient très contents d'être là, ils étaient super contents de nos résultats. Je crois même savoir qu'ils avaient une Porsche et que Laurent leur apprenait un petit peu à conduire, leur donnait des cours de conduite. Voilà, il y a vraiment une relation saine. Jusqu'au moment où M. Pasquali a demandé une aide financière. Ils ont une situation économique plutôt florissante et qu'il leur donnait la possibilité de lui prêter 100 000 euros. Au bout de 4 ans, Laurent Pasquali n'a toujours pas remboursé le couple. Et malgré une injonction du tribunal, il ne donne plus signe de vie. Les époux croisent alors la route d'un autre passionné de course automobile, Frédéric Vaglio, l'homme au centre de l'affaire Atanor. Il rencontre M. Vaglio, qui a une entreprise d'intelligence économique, comme on dit, et qui fait du renseignement et qui leur propose, parce que tout ça se sait dans ce petit landerneau de la course automobile, de retrouver la trace de M. Pasquali, qui a déménagé, qui a disparu des radars, pour leur permettre de recouvrer leurs créances. Le processus habituel se serait alors mis en place. Pour 12 000 euros, Frédéric Vaglio aurait fait appel à Daniel Beaulieu, qui aurait engagé Sébastien. L'homme de main retrouve l'adresse du pilote près de Paris. Selon ses déclarations à la police, il l'attend dans son parking avec un complice. Lorsque le pilote de course arrive, c'est selon Sébastien son acolyte qui lui aurait tiré une balle dans le cœur. Est-ce que Sébastien reconnaît que dans le parking, ils avaient l'intention de supprimer Laurent Pasquali? Ça, il l'a admis en interrogatoire, oui. Ça a été ma première opération homo, présentée comme telle par Monsieur Beaulieu. Il m'a dit que cet homme était une menace pour l'État. Daniel Beaulieu affirme aujourd'hui qu'il n'a pas donné l'ordre de tuer. Quant au couple, il serait tombé des nues en découvrant le meurtre dans la presse. Ah ouais. C'est des malades, ces mecs. Tuer comme ça un gars qu'ils ne connaissent pas, froidement. Je ne conçois même pas qu'il y ait des personnes qui puissent donner cet ordre. Comment pouvaient-ils imaginer qu'ils allaient être embarqués dans cette affaire complètement folle? Eux n'ont qu'une intention, c'est d'obtenir le recouvrement de leur somme d'argent. Donc il n'est pas question de près, de loin, de très très loin, de commanditer un meurtre. C'est pas leur intérêt, puisque une fois que M. Pasquali est mort, ils n'ont plus aucune chance de récupérer les fonds. Mission de renseignement ou meurtre prémédité. C'est l'une des zones d'ombre de ce dossier. Le jour du meurtre, Sébastien et son complice auraient transporté le corps de Laurent Pasquali dans le coffre de leur voiture et parcouru 500 km pour rejoindre les forêts d'Auvergne. Dans la nuit, ils auraient emprunté ce chemin au bord d'une départementale. C'est là qu'ils auraient enterré la dépouille du pilote, espérant faire croire à sa disparition. Sébastien connaît bien cet endroit, c'est sa région natale. Il y a grandi dans une famille de 3 enfants qui ont tous fait des études. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, Sa mère, bouleversée, nous a livré son sentiment sur son fils. Dans toute cette histoire, je pense qu'il a été, j'en suis sûre, largement, totalement manipulé par des personnes malveillantes. Sébastien est quelqu'un de parole, est quelqu'un de loyal,
Et je pense qu'en face de lui, il attend à ce que les gens soient comme lui. Et malheureusement, je crois qu'il s'est fait avoir, quoi. Je pense que dans sa tête, là, ça doit être vraiment très, très, très difficile à vivre. Mais est-ce que vous auriez pu penser qu'il aurait pu être manipulable comme ça? Je ne sais pas. Sébastien, il est loin aussi de nous depuis quelques années. J'imagine que les policiers ont dû vous dire ce que Sébastien avait avoué comme acte criminel. Et ça correspond au fils que vous avez connu, ça? Je ne vais pas répondre à cette question du tout. Je ne vais pas y répondre. Merci, madame. Merci, au revoir. Sébastien est arrêté par la police en juillet 2020. 7 mois plus tard, devant la juge d'instruction, il craque. Alors il pleure parce qu'il réalise que sa vie a basculé et qu'il réalise surtout qu'il s'est fait manipuler pendant 8 ans. Ça il l'avait déjà réalisé, mais le fait de le dire devant des juges d'instruction et qu'on vous confirme que tout était privé et que tout était faux, je pense qu'il y a effectivement un gouffre entre les deux et que là, il comprenait véritablement l'état dans lequel il était et la situation dans laquelle il se trouvait désormais. Et à partir de là, il s'est dit maintenant je peux plus garder tout ça pour moi et il faut que je parle. La prison, les interrogatoires à répétition. Pour le trio de la loge à Tanor, c'est aussi l'heure des aveux. Ça fait tomber la toute-puissance parce qu'il y a 10 mecs autour de vous qui vous posent des questions, qui vous regardent, qui vous étudient, etc. Celui qui continue à se sentir tout-puissant là-dedans, et effectivement, pour parler comme on le fait dans le milieu, il s'allonge dans des proportions impressionnantes. Il raconte tout. Il y a des choses sur lesquelles les policiers n'enquêtaient pas. Ils ne savaient pas. Et on leur sert sur un plateau. Les 3 hommes semblent enfin prendre conscience des actes qui leur sont reprochés. Je ne pourrai jamais assez expier. J'ai failli en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que père. Tout ça dans une espèce de tourbillon. J'ai eu une perte de sens du réel. Faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est acceptable et ne l'est pas. Aujourd'hui, je me trouve dans une situation de honte. 2 jours après ses aveux, Daniel Beaulieu fera une tentative de suicide en prison. Le château de cartes du clan Athanor s'est effondré. Mais il a laissé des traces. Le salarié de l'usine de plastique, Hassan, est en arrêt de travail depuis 1 an pour dépression. Ils m'ont changé complètement. Je suis paniqué, je suis pas tranquille. Je regarde partout alors qu'avant j'étais en confiance partout. J'ai toujours fait confiance aux gens et maintenant non. Et c'est pour ça que je veux revenir à la personne que j'étais et avancer droit, avancer avec la tête haute. Quant à Marie-Hélène Dini, elle a développé une grave maladie qu'elle attribue au choc qu'elle a subi. Bah oui. Je commençais tout juste en fait à me dire je vais essayer de reprendre une vie normale quand à l'occasion effectivement d'un examen j'ai appris que j'avais un cancer. Vous pensez qu'il y a un lien? D'après mon oncologue, en tout cas oui il y a un lien parce que en fait c'est une diminution du système immunitaire, les chocs et du coup les cancers se développent. Ça m'empêche pas de vivre. Moi j'ai pris le parti en fait de regarder devant, pas derrière. Donc de regarder devant moi, de regarder tout ce que j'ai encore à vivre. J'estime que je suis une miraculée et que chaque jour de plus est une journée bénie et surtout un jour où il ne se passe rien, c'est une très belle journée. Les victimes se préparent maintenant à affronter les accusés au procès qui devrait se tenir d'ici 2 ou 3 ans. Pour témoigner des dégâts causés par quelques individus qui s'étaient crus tout-puissants. Non, parce que j'ai préparé. J'ai fait le macarons. Ma fille Brenda, fais seulement le PayPal. Mon PayPal est là. Le petit PayPal que je vais faire, ça serait important. Viens,
Donc, tu as dit que au plus tard, demain, mercredi, non. C'est un problème. Nous, on est là, non, est-ce qu'on bouge? J'ai fait du sport ce matin, je me suis lavé, j'ai fait à manger. Donc, je suis là, je suis couché dans mon canapé, et puis bah, après, je vais sortir. Je suis fatigué. Non, mais c'était une histoire assez. Parce que vous savez qu'une histoire concerne les loges, vous comprenez, non? Il faut savoir que ça passe. C'est pour vous dire que le suivisme n'est pas bon. Le suivisme n'est pas bon. Tout à l'heure, j'étais à TikTok, j'ai dit, bon, écoutez, je veux faire mon petit gardien ici le 5 octobre. Et ben, donc, les gens m'ont lavé là-bas jusqu'à... On me dit carrément qu'il faut que j'aille demander pardon en Kankam. Mon PayPal. Attends, je mets le PayPal, hein, ma chérie. Attends. C'est facile, mon PayPal. Voilà mon PayPal. Elisabeth avec majuscule, E majuscule, le reste minuscule, D majuscule, le reste minuscule. Voilà. C'est mon PayPal à ma fille. Voilà mon PayPal, je mets ici là. Parce que il faut que je fasse mon ganda. Donc merci d'avance. Donc comme je disais que dans la vie, le suivisme n'est pas bon. Suivez les vrais gens. Parce que cette histoire, si c'est une histoire de... Les gens pensent que tu es de la franc-maçonnerie, tu as un rôle, non? Les gens qui sont de la franc-maçonnerie sont des gens, c'est comme les clans, sont les clans, c'est les sectes. Donc là-bas, on vous donne comment on appelle ça? Vous avez l'impression que vous avez le pouvoir plus que les autres, parce que vous êtes dans un petit secte, une secte de réflexion, comment va fonctionner le monde et tout ça. Mais il n'y a aucune... ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme les bâtiments. Il y a plein de sectes ici en France, mais bon, il faut faire attention. De toute façon, ici en France, tous les hommes qui ont l'argent, et on envoie forcément un protecteur pour protéger ton argent, tes biens, ta sécurité et tout. C'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, les bâtiments. Ils sont très nombreux. Moi, même ici, oui, on t'emmène dans les loges, tu n'arrives plus à t'en sortir. Donc, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Moi, voilà ma part qui est en face de chez moi, là-bas, non. Là-bas, c'est les Ku-Klux Klan. Parfois, la nuit, ils portent les chapeaux blancs. Comme moi à la télévision. Et moi, je suis ici en face. Une noire en face, des gens comme ça. Imaginez un peu. Donc, moi, souvent, en été, je ferme toujours tout. Comme là, maintenant, je sais qu'ils sont là. Donc, je ferme tout. Ils ne me voient pas. On ne sait jamais. La seule route qu'on arrange à Paris, en France, c'est la route ici. La route des Tuileries ici. L'année, sinon, ils n'ont pas tout. Mais ils ont arrangé au début. Eux, ils arrangent là aussi, où il y a quoi là-bas, en bas, qui cache là-bas, en bas, je ne sais pas s'ils cachent là-bas, en bas, les gens là. Maman. On arrange, on casse, on arrange, on casse, on arrange, on casse. Ouais, donc, c'est un peu ça, quoi. Moi, j'ai un saut. Est-ce que j'ai envie de manger, non? Je dois dormir. Je vais revenir sur la toile tout à l'heure, là, parce que je n'ai pas refait avec la reine galloise. Merci beaucoup, tout à l'heure. Brenda Bia, j'attends mon PayPal, hein. Voilà, Elisabeth de Grémont, voilà mon PayPal. Tu tapes seulement maintenant, tu m'envoies seulement quelque chose. Tu tapes maintenant le PayPal, là, maintenant, là, ça marche. Paylib, là, 1. Si tu m'envoies le Paylib maintenant, ça va pas du tout. Parce que j'ai déjà les ARN, les angios, j'ai plein d'angios et tout ça, donc voilà quoi. Bon, sur ce, on se voit tout à l'heure. Hein. Bisous, à tout à l'heure, merci. Là, est-ce que c'est comment? Là, je suis à mes yeux, comment il va se fermer? Ouais, non. Je ne peux rien faire, il faut que je dorme. Je dors autour de 10 minutes, je me réveille. Tout à l'heure, merci.